Nous avons tous notre propre sensibilité artistique. Par exemple, certains adorent le rock, tandis que d'autres n'aiment que le blues, et que d'autres aiment les deux. C'est en partie pour cette raison que la musique est considérée comme un art à part entière. Imaginez que vous êtes très créatif et passionné de musique. Composer et produire quelque chose qui vous satisfait à 100% n'est déjà pas simple, vu qu'on a forcément plusieurs styles musicaux qui influencent nos goûts. Maintenant, ajoutez à cela le fait que vous faites partie d'un groupe, où chaque membre a son propre avis et ses idées à apporter. Tout devient plus complexe. Pourtant, un groupe de 4 adolescents britanniques passionnés de musique va complètement changer cette vision. En peu de temps, ils vont bouleverser les codes de l'industrie, de la mode et de l'influence, devenant des superstars comme on en avait rarement vu à cette époque. Il est temps pour nous de se plonger dans les années 60 pour découvrir l'histoire des Beatles, autrement dit, le groupe de musique le plus populaire que le monde ait connu. I need somebody help, not just anybody. You know I need someone. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you? Avant que cette vidéo ne commence, sachez qu'elle est sponsorisée par l'une des marques peut-être les plus inattendues sur cette chaîne, NordVPN. NordVPN, c'est un service qui a pour mission d'améliorer ton expérience et ta sécurité sur Internet. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler plus particulièrement d'un truc, la protection anti-menace. Alors c'est quoi? C'est une fonctionnalité supplémentaire de NordVPN qui reste quand même active sans la connexion VPN. Tu télécharges un fichier par exemple, il y aura la protection anti-menace qui va l'analyser pour rechercher un malware. Tu vas cliquer sur un lien, ça va bloquer tous les sites un peu frauduleux de type phishing, arnaque et compagnie. Sur tes sites préférés où il y a 1 milliard de fenêtres pop-up qui gâchent ton expérience, la protection va bloquer les pubs. C'est ce genre de choses. Et je le rappelle que tout ça fonctionne sans même activer ton VPN, c'est juste une fonctionnalité dans l'application NordVPN. Et tout ça c'est dispo où? C'est dispo dans le pack essentiel avec tous les avantages de NordVPN, dont les classiques que vous connaissez sûrement déjà, le chiffrement de ton activité en ligne pour plus de confidentialité, le changement d'emplacement virtuel pour profiter des, par exemple, vidéos YouTube qui se font bloquer dans certains pays du monde à cause des problèmes de droits d'auteur, par exemple, je dis ça au hasard. Il n'y a aucun registre d'activité des utilisateurs qui soit conservé, ça c'est bien, et pour rappel, vous pouvez connecter jusqu'à 10 appareils en simultané. Avec le lien qui est en description, vous aurez 4 mois d'abonnement supplémentaire offerts sur les abonnements NordVPN de 2 ans, c'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours, et attention parce que cette offre est uniquement disponible dans le lien en description. Merci à eux, bonne vidéo à vous, et voilà. Tout commence en 1956 à Liverpool. C'est une ville qui a été détruite pendant la guerre et où la vie n'est pas facile depuis. À cause de la désindustrialisation, beaucoup de familles n'ont pas d'emploi et dans ce contexte, la jeunesse a du mal à se trouver une place et à imaginer un futur. Et pour échapper un peu à tout ça, les jeunes vont se tourner vers la musique. Et quand je dis la musique, c'est surtout le rock qui arrive des États-Unis. Alors que leurs parents écoutent encore du jazz, eux vont découvrir des nouveaux artistes, comme Bill Haley ou encore Elvis Presley. Et parmi ces jeunes, il y a un certain John Lennon, qui lui aussi est inspiré par ce style et qui va décider de s'y mettre. Et John, il commence avec les moyens du bord, c'est-à-dire des instruments bricolés et pas beaucoup de musiciens. Et c'est ça qui donne le skiffle. Hey Lordy, pick a bit of cotton. Hey Lordy, pick a bit of hay. Hey Lordy, pick a bit of cotton. Le skiffle, c'est un courant très populaire en Angleterre qui s'inspire du rock et qui sonne comme un mélange de folk et de blues. Le style de John s'inscrit carrément là-dedans. Et ça lui plaît tellement qu'il a monté son groupe avec des potes du lycée, The Quarrymen. Ensemble, ils font surtout des reprises à un niveau très amateur. Mais tout ça les empêche pas de jouer sur des petites scènes locales, et de concert en concert, John va rencontrer peu à peu d'autres musiciens qu'il va inviter à rejoindre le groupe. Et vraiment, le groupe fait avec ce qu'il a. Parmi les membres des Quarrymen, il y a eu Bill Smith à la Teach's Bass, une sorte de basse avec une corde qui utilise comme caisse de résonance une caisse à thé. C'est tellement anglais. Et Pete Shotton au washboard. Alors ça a la gueule d'un bavoir métallique, mais c'est surtout un instrument de percussion. Ces deux-là ont été remplacés par Rob Davis au banjo, Eric Griffith à la guitare, Len Gary à la sorte de basse à thé, voilà, et Colin Hanton à la batterie, ce qui était inhabituel pour un groupe de skiffle. Bref, c'est le bordel, ça fait des va-et-vient dans le groupe, etc. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'en juillet 1957, les Quarrymen vont être invités à jouer à une garden party devant l'église du quartier. Et c'est à cette garden party que John va faire la rencontre
de Paul McCartney. À seulement 15 ans, c'est déjà un as de la guitare. Et John est hyper impressionné par son talent. Et comme les bons musiciens, ça court pas vraiment les rues à Liverpool, John propose direct à Paul de rejoindre son groupe. Mais voilà, savoir jouer de la guitare c'est une chose, savoir en faire sur scène, c'en est une autre. Pour leur premier concert ensemble, John et Paul se retrouvent à jouer dans une soirée du Parti conservateur. Bon, déjà politiquement ça correspond pas vraiment aux valeurs qu'ils défendront pendant le reste de leur carrière, mais surtout, ce soir-là, Paul foire complètement sa prestation et bâcle ses solos. Alors pour le groupe c'est un peu la honte parce que Paul c'est la nouvelle recrue et t'es nul en fait, genre c'est fou d'être nul comme ça. Donc les Quarrymen commencent à remettre en question le fait de mais on est sûr que lui il intègre un peu le groupe parce que c'est pas bien. Hein. Alors pour se rattraper pendant la pause, Paul va jouer au reste du groupe la première chanson qu'il a écrite lui-même, I Lost My Little Girl. Well, I woke up late this morning, my head was in a whirl. Only then I realized I lost my little girl. À ce moment-là, c'est con, mais Paul fait réaliser à John qu'il n'est pas impossible d'écrire ses propres musiques. Je rappelle que les Quarrymen, c'était un groupe amateur de reprises jusqu'à maintenant. Et ce déclic va amener John à s'éloigner du skiffle pour se rapprocher de son véritable amour, le rock. Et puis voilà, petit à petit, le groupe évolue, le mec qui jouait du banjo, il va être remplacé par un guitariste que Paul va présenter à John, et ce mec, c'est George Harrison. Et vous savez quoi ? Ça marche. 2 ans après sa formation, les Quarrymen enchaînent les prestations, notamment au Cavern Club, qui deviendra un endroit important dans l'histoire du groupe. Déjà à l'époque, ça se sent. Le noyau dur du groupe, c'est le duo Lennon-McCartney. John par son inventivité, qu'il insuffle même dans des reprises, et Paul pour son côté très technique avec les instruments. Mais bon, le fait est qu'on n'a jamais vu un groupe aller très loin avec juste 3 guitaristes. Alors, quand Stuart Sutcliffe, un pote de John, s'achète une basse juste pour intégrer le groupe, les autres ne font pas les difficiles. Et même si Stuart a juste chopé une basse pour intégrer le groupe sans vraiment savoir en jouer, qu'il est catastrophique avec, on avance quand même vers des sonorités un peu plus rock. Ça ne règle pas la question du batteur, mais bon, c'est toujours ça de prix. À ce moment-là, John réalise qu'il est le seul membre d'origine des Quarrymen. Tous les musiciens autour de lui ont changé, mais on se dirige vers quelque chose de plus stable. Et puis, comme avec Paul, il commence vraiment à écrire ses premières chansons, c'est plus vraiment un groupe de reprises. En bref, pour vous faire le topo, c'est que le groupe évolue, les membres évoluent, on peut dire que leur envie aussi évolue, donc il est grand temps de changer de nom. Et pour ça, ils vont pas chercher très loin. Au Cavern Club, ils ont déjà participé à des sessions de skiffle, en face d'un groupe qui s'appelait les Crickets. C'est le groupe de Buddy Holly, un artiste très en vogue pour la scène rock de l'époque, en plus de venir du pays du rock, les États-Unis. Et John est très fan de leur musique. Et c'est en écoutant leur musique que John va comprendre l'importance d'avoir une batterie dans un groupe de rock, ce qui n'était pas évident pour tous à cette époque-là. Et là, vous vous dites sûrement, mais il est con quoi, c'est évident qu'il faut un batteur et tout. Mais dans ce contexte-là, en Angleterre, à cette époque, c'était pas encore si évident que ça qu'une batterie jouée de façon énergique définisse un peu les codes du rock. Chaque chose en son temps, c'est encore tout frais, et donc c'est des choses qu'ils sont en train de comprendre. Enfin bref, pour en revenir au nom, John Lennon va être inspiré du nom The Crickets. Il veut un truc lui aussi avec un nom d'animal, parce qu'il trouve ça cool, et il aimerait bien avoir un double sens, un espèce de truc un peu catchy, tu vois. Il va trouver un truc, il va proposer au groupe de s'appeler The Beatles. Oui, écrit comme ça. Alors, oui, ça se rapproche, et on va pas s'éterniser sur tous les changements de nom de leur début de carrière, parce que, voilà, il y en a eu beaucoup, quoi. Ils sont passés par plein d'étapes. Johnny and the Moondogs, puis The Beatles, puis Long John and the Silver Beatles, mais finalement, The Silver Beatles, c'est plus simple, et puis The Silver Beatles. Vous l'aurez compris, on s'en rapproche, mais c'était surtout pour vous dire que ils n'ont pas trouvé le nom direct. Bref, et puis voilà, ils font leur petite vie, ils enchaînent les petits concerts entre 2 changements de nom. Et puis, en 1960, ils sont repérés par un certain Alan Williams, un gérant de club à Liverpool qui fait office de manager. Alan, quand il les repère, il cherche un groupe pour accompagner Johnny Gentle en tournant en Écosse, et vous vous en doutez, il va leur proposer de venir avec eux. Oh, Wendy, I need you. Wendy, I need you. Wendy, I need you. Wendy, I do. Alors ok, on les envoie dans le pays d'à côté pour une mission, pour accompagner un autre musicien, mais cette histoire s'apparente quand même à peut-être une première tournée, quelque part. C'est de l'expérience à prendre. Et John, Paul, George et Stuart en sont très heureux. Surtout qu'Alan leur promet aussi de leur trouver un batteur.
donc tout semble parfait. Finalement, quand le groupe arrive en Écosse, c'est la désillusion. Déjà, ils se retrouvent avec un conducteur de poids lourd qui a 10 ans de plus qu'eux en tant que batteur, et en plus, rien n'est pris en charge. Ils dorment dans des hôtels miteux, quand ce n'est pas carrément le van qui les emmène de date en date. Le pire, c'est que même sur scène, c'est pas trop ça, quoi. Le groupe n'a pas l'habitude du live, les musiciens se synchronisent mal, les Silver Beatles n'arrivent pas à mettre l'ambiance à tel point que le batteur quitte la tournée après seulement quelques concerts. Une chose est sûre, c'est que le camionneur, il a pas le pif, il a pas eu le flair. Hein. Il a vraiment dit aux Beatles, vous êtes trop nuls, je me casse. Ah, c'est con parce que il va louper un truc. Mais enfin bon, faut bien commencer quelque part, et le groupe va quand même assumer tant bien que mal le reste de cette tournée. Et quand ils rentrent à Liverpool, Alan Williams, qui s'est un peu auto-proclamé leur manager, entre-temps, il va décider de les envoyer à Hambourg, en Allemagne. Donc le groupe se dit « What the fuck, ça sent le bourbier ?» Sauf qu'Alan a un plan. À cette époque, le rock commence à se développer en Angleterre. Et on est aussi 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui signifie que l'Allemagne est encore en partie occupée par les pays vainqueurs, y compris les Anglais, qui contrôlent le nord-ouest du pays. Et c'est justement là que se trouve Hambourg. Le pays est en pleine reconstruction, et la radio commence à peine à se démocratiser. Autant vous dire que le rock n'a pas encore eu l'occasion de trouver un public en Allemagne. Donc Alan se dit qu'envoyer John et sa bande là-bas, ça donne au groupe l'occasion de s'entraîner sur scène, et devant un public moins difficile qu'en Angleterre ou bien en Écosse. Et comme c'est pas bête, et puis que de toute façon le groupe n'a pas d'autres propositions, ils acceptent. Par contre, faut toujours régler un petit souci, le batteur, parce que je vous rappelle que l'autre Gugus, il est parti. Alors, 5 jours avant le départ, John organise des auditions à l'arrache, et le groupe se met d'accord, un peu par dépit, sur Pete Best. Son principal atout, il a une batterie. C'est quasi le seul argument qu'ils avaient pour Pete. Très bien, du coup. Et donc, en août 1960, le groupe arrive à Hambourg. Et là, rebelote, tout recommence comme en Écosse. Hôtel miteux, scène pourrie, mais cette fois le groupe ne se laisse pas abattre. Ils ont clairement accepté qu'un début de carrière, ça ne se fait pas dans le luxe. Sur place, ils ont un contrat de 3 mois à l'Indra. L'Indra, c'est un club de striptease avec une petite scène au fond. Et on leur demande de jouer entre 4 et 6 heures par jour, devant un public qui ne les écoute même pas. Pour référence, jusque-là, le groupe était habitué à faire des petites scènes de maximum 30 minutes. Là, on passe littéralement à 6 heures non-stop. Clairement, c'est un entraînement Shaolin pour devenir juste des monstres sur scène. Et pour tenir la cadence, du coup, le groupe va se mettre à prendre des amphètes. Ça aide. Et puis c'est ça le rock. Sauf que, ils ont tous entre 17 et 20 ans. Alors pour eux, Hambourg, c'est l'endroit et le moment dans leur vie où ils découvrent le sexe et l'alcool, en plus des drogues. À tel point que John déclarera plus tard avoir plus grandi à Hambourg qu'à Liverpool. Ah oui, maintenant ça fait cliché dit comme ça, mais le séjour est vraiment rock'n'roll. Le groupe est logé dans une petite pièce sans fenêtre, au-dessus d'un cinéma porno tenu par le gérant du club où il joue. En bref, Hambourg c'est une épreuve à tous les niveaux, mais musicalement ça paye. Comme ils doivent élargir leur répertoire pour assurer aussi longtemps sur scène, les gars commencent à reprendre tout ce qui passe à la radio pour le jouer à l'Indra. Du rock de Chuck Berry à la soul de Ray Charles. Et si leur rythme de vie ne leur permet pas encore de pouvoir écrire leurs propres chansons, en jouant tous les jours et tous les soirs, il se trouve quand même un style. Et je vais vous expliquer, c'est très simple. Comme personne ne les écoute, et peut-être aussi à cause des amphètes, ils vont se mettre à jouer plus fort et à gagner en énergie. Et ils vont faire ça autant dans leur musique que sur scène. Ça paraît con, hein, mais bon. Bref, l'Allemagne pour eux, c'est intense et instructif. Et après plusieurs mois de débauche sur place, le groupe se fait contrôler par la police. Et là, les problèmes. Le groupe n'a pas de contrat de travail pour justifier leur présence en ville, et en plus de ça, George a encore 17 ans à l'époque. Et se faire choper sous amphétamine quand on est mineur, dans un pays qui impose un couvre-feu à 22 heures pour les jeunes, c'est pas vraiment une bonne idée. Forcément, suite à ça, le groupe est renvoyé dans son pays, et tout s'arrête très vite. Les mecs se retrouvent à Liverpool, chacun chez soi, et voilà, fin de l'aventure, merci beaucoup, au revoir. Du coup, ils se retrouvent tous en Angleterre, chacun chez papa-maman et tout. Ils essaient de récupérer un peu des mois intenses qu'ils ont vécus. Et l'histoire aurait pu juste s'arrêter là. Mais vous savez quoi, les concerts vont reprendre quand même très vite. Et quand ils se mettent à rejouer en Angleterre et qu'ils remontent sur scène, quelque chose a changé, c'est plus les mêmes. Les Silver Beatles gagnent en réputation avec leur musique, plus énergique que celle des autres rockers du pays. La stratégie d'Alan Williams a quelque part fonctionné, et on pourrait croire que la carrière des Beatles commence à s'écrire maintenant. Mais non. Premier changement, le groupe va se débarrasser de Alan, qui s'était un peu autoproclamé manager,
merci pour l'expérience, etc. Mais en fait, non. Ok, ils lui doivent beaucoup et l'idée de partir en Allemagne a porté ses fruits, mais ça a eu un prix. Alors pour éviter les nouveaux plans foireux, le groupe décide de gérer ses contrats tout seul. Deuxième changement, et surtout celui-ci, Stuart, le bassiste, qui a appris à se débrouiller avec son instrument entre-temps, annonce aux autres qu'il retourne vivre à Hambourg. Parce que pendant leur séjour là-bas, il est tombé amoureux, et il décide de rejoindre son amante pour reprendre ses études et pour vivre avec elle. Malheureusement, Stuart meurt d'une hémorragie cérébrale à Hambourg, moins d'1 an après sa décision d'y retourner, à seulement 21 ans. Comme s'il n'avait pas le cœur à le remplacer, Paul prendra la décision de devenir le bassiste du groupe. Donc à ce moment-là, ils sont réduits à 4. John Lennon et George Harrison à la guitare, Paul McCartney à la basse et Pete Best à la batterie. Heureusement, l'énergie est toujours là, si bien que le Cavern Club devient leur QG. Entre 61 et 62, le groupe y joue une bonne centaine de concerts, de 19h à 2h du matin. Et c'est dans ce même club qu'un nouveau personnage fera son apparition, le fameux soir du 9 novembre 1961. Il s'appelle Brian Epstein. Et cette rencontre va marquer un tournant dans leur carrière. Octobre 61, les Silver Beatles commencent à faire parler d'eux. Pendant leur séjour en Allemagne, ils ont enregistré un single pour le chanteur Tony Sheridan, qui connaît un petit succès en Angleterre. Brian Epstein, lui, c'est un disquaire de Liverpool, qui va recevoir de plus en plus de clients qui cherchent à obtenir une copie de ce single. Après en avoir commandé plusieurs exemplaires, il reste quand même très intrigué et il va décider de se rendre au Cavern Club pour mieux comprendre pourquoi les Silver Beatles suscitent autant d'intérêt avec ce disque. Et sur scène, c'est un choc. Le groupe a une énergie de dingue et leur musique est beaucoup plus puissante que tout ce que propose le rock anglais à l'époque. Donc lui, ça lui met les poils, quoi. Pour la référence, au début des années 60, on écoute surtout du jazz ou du rock américain, qui commence un peu à s'exporter. Et les groupes locaux surfent sur un style très classique, ça ressemble à ça. Les Beatles, eux, ils ont fait leurs armes en Allemagne, sur les scènes des pires bars d'Hambourg. Là-bas, le public qui les ignorait leur a fait prendre l'habitude de pousser leurs amplis à fond. Et ça, c'est un truc que Brian, comme tous les autres au Cavern ce soir-là, il n'a jamais entendu ça ailleurs. Bref, il en prend plein les oreilles, tellement que pendant les 3 semaines qui suivent, il va retourner les voir tous les soirs. Brian, il est piqué des Beatles, ça l'obsède. Il voit bien que leur style moins sage, plus décharné que le rock local, est unique, et il a envie d'en faire un truc, quoi. Et au fil des concerts, il finit par se persuader, il doit absolument suivre ce groupe. Et même s'il ne connaît pas les ficelles de l'industrie, c'est pas grave. Ok, il est disquaire, mais le shop dans lequel il bosse, c'est une affaire familiale, c'était pas son rêve à lui. Son truc, lui, il le voit sur scène tous les soirs, et c'est les Beatles. Et comme il l'a sous les yeux, la tentation est juste trop forte. Un soir, il va parler au groupe, et à peine 2 mois plus tard, il signe le contrat qui fait de lui le manager des Beatles. Et donc c'est comme ça qu'il est devenu leur manager en janvier 62. Et c'est bizarre, mais ni Brian ni les musiciens ne s'en rendent compte à ce moment-là, mais ça marque vraiment le vrai début de la carrière des Beatles. Maintenant qu'il est manager du groupe, il a une première intuition. Pour faire percer les Beatles, il faut travailler leur image. Ça sonne évident aujourd'hui, mais à l'époque, ça ne vient pas à l'idée de tout le monde de lisser son style pour se faire bien voir. Pour rappel, le mec ne connaît pas spécialement le business, mais déjà, il vise très juste. Son idée, c'est d'assagir le style de John, Paul, George et Pete, l'histoire de les rendre un peu plus professionnels en surface pour rassurer les potentiels producteurs.
Parce que jusque-là, le groupe avait adopté le style Elvis, avec la coupe banane et le blouson en cuir. Donc c'est sur l'intuition de Brian que les 4 vont adopter le combo coupe au bol et complet veston qui marque encore les esprits aujourd'hui. Ensuite, les concerts aux cavernes, c'est bien beau, mais si le groupe veut gagner en popularité, il a besoin d'enregistrer des morceaux. Donc Brian va frapper aux portes des labels de Londres pour essayer de dégoter un essai au groupe, en espérant un contrat d'enregistrement. Brian va tenter chez Decca dans un premier temps, où le groupe va se faire recaler. Pour l'anecdote, Dick Rowe, le directeur artistique de la maison à l'époque, est maintenant connu comme le mec qui a dit non aux Beatles. S'il y a un groupe à signer dans ta vie, dans l'histoire de la musique, les Beatles quoi. Pas le flair non plus le mec. Je vous rassure, pour se rattraper, Dick Rowe, il a quand même signé les Rolling Stones. Mais bon, c'est pas les Beatles. Finalement, c'est avec EMI que l'histoire s'écrit. Les Beatles sont invités le 6 juin 62 pour la première fois dans le studio qui deviendra mythique, situé à Abbey Road. Là-bas, ils font la rencontre de George Martin, un producteur du studio face à qui le groupe joue ses premières démos, dont Love Me Do et PS I Love You. Love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Et ça va devenir les premiers vrais morceaux du groupe, même si George Martin n'est pas du tout convaincu. Il est en mode... c'est un peu gaze. Ce qui le dérange particulièrement, c'est la batterie. Il admet que Pete a l'énergie du live, et que c'est très bien, c'est suffisant, mais qu'en studio, il n'a pas la consistance d'un bon batteur. Voilà. Et vous savez quoi? Le reste du groupe ne s'insurge même pas. Ils sont dac. Parce qu'en vrai de vrai, John, Paul et George se connaissent depuis bien plus longtemps. Ils ont des liens plus forts en dehors de la musique. Donc en vrai, ils sont un peu en mode « Qu'est-ce qu'on fait les gars ?» Et puis dans la foulée, il se passe ça. I was called into Brian Epstein's office. We played at the Cavern the night before. And when I got there, I could tell that Brian was a little bit apprehensive, he was nervous. And then after he talked around the subject for about 5 or 10 minutes, he just turned around, he said, Pete, he said, I've got bad news for you. The boys want you out, and they want Ringo in. The reason he gave at that time, Jerry, was that I wasn't a good enough drummer. Pete l'a eu un peu mauvaise, évidemment, de se faire recaler comme ça. Il vivra toute sa vie avec le poids de cette frustration. Et il tentera de mettre fin à sa vie en 64, à l'apogée du groupe. Mais heureusement, il finira par prendre l'histoire avec dérision, en sortant un album solo, Best of the Beatles, en 1966, avant de quitter définitivement le monde de la musique. Et concernant les Silver Beatles, ils ont enfin trouvé leur nouveau batteur. Ringo Starr, ils l'ont rencontré aux cavernes, tout simplement, car il était déjà dans un autre groupe à l'époque, qui y jouait souvent. Et comme Ringo a déjà fait des remplacements et joué avec le groupe à certaines dates, ça en faisait donc le candidat idéal, donc les choses se sont faites naturellement. Son arrivée est actée le 18 août 62 et marque finalement la formation ultime du groupe. Et de façon assez symbolique, c'est aussi à peu près au même moment que John, Paul, les deux George, Ringo et Brian se mettent d'accord sur le nom définitif du groupe. Ils vont faire un jeu de mots avec leur ancien nom Beatle, qui signifie scarabée, et le mot beat, qui s'écrit E-A-T, et qui signifie le rythme. Et c'est ce qui donnera enfin le nom que l'on connaît tous aujourd'hui. Entre-temps, le premier 45 tours du groupe sort, c'est le double single Love Me Do, PS I Love You. Ils sortent ça dans un style assez typique du rock anglais, qui sonne plus sage qu'en live, mais avec l'harmonica qui rappelle quand même le skiffle dont le groupe vient. Alors, niveau charts, etc., il n'y a pas de quoi s'exciter au début. Même si le disque va atteindre quand même la 17e place d'un classement quelques semaines après sa sortie, c'est quand même bien, c'est quand même un bon début, mais on n'est pas non plus sur un big succès. On va dire que c'est honorable pour un premier essai, d'autant que le titre connaît un petit succès à la radio. Mais déjà quand on écoute, il se passe un truc. Un petit truc qui va porter le groupe pendant la première moitié de sa carrière, la polyphonie. Concrètement, l'écriture et la composition de ces morceaux sont dans les standards de l'époque. Mais ce qui marque vraiment, c'est l'harmonie vocale de John et Paul. As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Et ça vaut pour presque tous les titres que le groupe a sortis. Imaginez n'importe quel morceau des Beatles chanté par quelqu'un d'autre, ça perd une grosse partie de son intérêt.
parce que dès que les voix de John et Paul se superposent, elles s'accordent dans une harmonie qui sonne tout de suite très complète. Et c'est pas spécialement une grande trouvaille, c'est juste que deux voix qui s'assortissent aussi bien, ça a rarement été égalé dans le rock, sauf par les Beach Boys, mais on y reviendra. Et ça, George Martin, leur producteur, il l'a très bien compris. Donc, il va reprendre cette recette pour les singles suivants. Et cette fois, ça va vraiment prendre. George en est persuadé à tel point qu'il annonce au groupe qu'il tient son premier top 1 pendant les sessions d'enregistrement. Et seulement 3 mois après la sortie de leur premier 45 tours, leur dernier single devienne un véritable succès. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de classement officiel pour mesurer les ventes, etc., car chaque média faisait son propre comptage. Mais c'est à ce moment-là, début 63, qu'on date le début du mouvement qui va tout accélérer pour le groupe. Avec seulement 4 morceaux enregistrés en répertoire, le groupe passe déjà à la télé, et chacun de leurs déplacements mobilise des hordes de fans. À l'époque, l'industrie de la musique n'a jamais connu un emballement du public aussi intense. Même en face du succès d'Elvis ou bien de Frank Sinatra, ce qui se passe en Angleterre avec les Beatles est d'une ampleur inédite. Et là, stop. Pour essayer de comprendre le succès aussi frénétique des Beatles, il faut un peu sortir de l'histoire du groupe. En fait, la Beatlemania a, pendant très longtemps, été interprétée comme un mouvement d'hystérie. Quand les médias traditionnels en parlent en général, ils montrent et réduisent un peu la Beatlemania au comportement des femmes, et maintenant qu'on a un peu de recul sur l'histoire, on capte que c'est un peu du sexisme ordinaire, mais c'est surtout une analyse de comptoir. Ça mérite d'être mieux défini. Déjà à l'époque, on connaît mal la culture de masse, et c'est quelque chose de très stigmatisé. Et donc là-dedans, les attitudes féminines sont donc particulièrement ciblées, ce qui fait déjà qu'elles sont surreprésentées. Alors qu'on entend beaucoup moins l'aspect généralisé du succès des Beatles. Par exemple, le combo complet veston-coupe au bol devient la mode chez les hommes quand le groupe explose. Et ça aussi, ça fait partie de cette Beatlemania. Ensuite, on ne peut pas simplement limiter l'attrait des spectatrices à l'aspect physique du groupe. Certes, ça joue, mais il y a aussi quelque chose d'irrévérencieux dans la musique des Beatles. Pour beaucoup d'anglais, c'est la première fois qu'on entend parler du désir sexuel aussi ouvertement en musique. Ça paraît rien aujourd'hui vu que c'est à peine suggéré, mais à une époque où toutes les musiques étaient standardisées autour de l'amour et du romantisme, ça commence à ouvrir des portes et ça plaît. Et en fait même maintenant, avec plus de recul, c'est surtout précurseur de tout ce qui va se passer dans les années 60. C'est une période révolutionnaire en Occident, socialement avec mai 68 en France par exemple, le mouvement des droits civiques contre le racisme, les émeutes de Stonewall aux États-Unis pour les droits LGBT, etc., etc. Et en l'occurrence, c'est aussi l'époque de la libération sexuelle. Culturellement, avec le festival Woodstock par exemple, on peut voir les années 60 comme une décennie de résistance de la jeunesse face aux valeurs conservatrices d'après-guerre. Et les Beatles, en fait, jouent un rôle de catalyseur dans ces mouvements. Alors oui, là c'est qu'un exemple, mais on va voir que ça vaut pour presque tout le reste de leur carrière. Leur audace, même si bon, là ça reste très sage, est à l'image des revendications de la jeunesse occidentale. C'est-à-dire qu'elle capture cette volonté de se construire une identité dans une période de la vie qui servait jusque-là de passage entre l'enfance et l'âge adulte. Et c'est pour ça que dans les images d'archives, les jeunes paraissent toujours plus vieux. Je m'appelle Jean-Michel, j'ai 14 ans, je vais à l'école. Parce qu'en fait, on assimilait beaucoup plus vite à l'âge adulte à l'époque. Et si les Beatles résonnent aussi bien avec leur temps et leur public, c'est parce qu'ils incarnent ce mouvement dans toutes ses contradictions. Ils viennent d'un milieu relativement populaire, et l'idée de Brian Epstein de les costumer, littéralement, ça donne une image bon enfant, qui est complètement en décalage avec leur comportement, un peu de sale gosse. Parce qu'en même temps que leur musique distille de l'émancipation à petite dose, le groupe garde un peu de son insolence. For our last number, I'd like to ask your help. Would the people in the cheaper seats clap your hands? And the rest of you, if you just rattle your jewelry. Cet extrait provient du programme caritatif The Royal Variety Performance, organisé tous les ans par la famille royale. Ça veut dire qu'il lâche cette blague devant la reine d'Angleterre et 30 millions d'Anglais derrière leur télé. Et sa réaction juste après sa blague résume très bien l'esprit. Regardez comme il est content. C'est pas révolutionnaire, c'est juste gentiment rebelle. Mais il y a cet humour doux amer qui est très anglais et qui parle au public. Et ça, il n'y a que les Beatles qui peuvent se permettre. Et forcément, le succès est tellement dingue déjà que tout le monde attend le premier album des Beatles. Parce que oui, pour rappel, il n'y a toujours pas d'album. Le succès, il est trop fulgurant,
Et le groupe n'a pas le temps. Et du coup, comme il n'a pas le temps, George Martin, leur producteur, réserve le studio à la seule date où le groupe est libre, le 11 février 1963. Donc là, concrètement, le groupe a juste une journée pour faire leur album. On peut s'arrêter un peu là-dessus, rendez-vous compte, ça choque personne, et surtout, les Beatles y arrivent. De 10h à 23h, John, Paul, George et Ringo s'enferment au studio d'Abbey Road. Avec déjà 4 singles de sortie, les Beatles doivent encore enregistrer 10 morceaux pour avoir un album complet. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que c'est le format minimum pour remplir les 2 faces d'un vinyle. Et en fin de journée, le groupe a mis en boîte 11 morceaux. Solide les mecs. Alors oui, c'est plus que nécessaire, mais il faut compter 5 reprises dans le lot. Et c'est pas juste une question de facilité, je vous rappelle que les reprises, ça fait partie intégrante de l'ADN du groupe. Et ce même depuis The Quarrymen, si tu remontes vraiment. Et c'est tellement logique qu'à 23h, le groupe se force à faire une dernière reprise. Tout le monde est crevé, surtout John qui se tape un gros rhume le jour même, mais cette dernière prise va donner un des morceaux les plus effrénés des Beatles. Et tout faire en une journée, c'est pas juste un défi ou une question d'agenda. C'est là qu'on comprend pourquoi George Martin est quelqu'un de très smart et très fort. Faire ça en une journée, ça permet surtout de capter l'énergie du groupe, comme en live, puisque c'est ça la vraie plus-value des Beatles. Et c'est comme ça qu'un gros mois plus tard, le premier disque sort. Il reprend le nom du single qui a fait connaître le groupe, Please Please Me. Love me do, listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? En Angleterre, l'album prend son temps pour convaincre les auditeurs, mais devient un hit après 2 mois. Le disque sort plus tard, et dans une version alternative aux États-Unis, parce que Brian Epstein a bataillé des mois avec des labels américains pour qu'ils acceptent enfin de sortir le disque. Donc on est 1 an après la parution européenne du disque, en 1964, et ça a pris son temps, mais ça va payer. Le succès à retardement des Beatles aux États-Unis va marquer le début d'une nouvelle ère. La British Invasion, c'est le nom qu'on donne à la vague de groupes de rock anglais qui concurrencent la musique américaine après le succès des Beatles. C'est le début des Rolling Stones, des Kings, des Who, qui se forment tous dans le sillon des Beatles, et aussi qui percent à l'international. Parce que John, Paul, George et Ringo ont ouvert la voie à l'exportation du rock anglais. À partir de là, la concurrence est forcément plus rude. Alors, pour rester au centre de l'attention, George Martin développe une stratégie. Le deal, c'est de sortir un 45 tours, donc 2 morceaux, tous les 3 mois, et de compiler les singles sur 2 albums par an. Si on lisse, sur l'année, ça revient à demander aux Beatles d'enregistrer un morceau tous les 10 jours. Tendu, mais pas infaisable. Le groupe arrive à s'y tenir et enchaîne des titres qui restent au top des charts. Et 8 mois après le premier extrait, les Beatles sortent leur 2e album, With the Beatles. All my loving, I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all, till there was you. You've really got a hold on me. Really got a hold on me. Really got a hold. La recette est la même à tous les niveaux. Un mélange de compositions originales et de reprises, et un nouveau numéro 1. En fait, le 2e album du groupe est le seul à réussir à détrôner le premier. Et forcément, le succès appelle des nouveaux projets.
Dès les premiers signes de son succès en Amérique, le groupe se fait approcher par des producteurs de cinéma. Brian Epstein reçoit très vite des demandes de composition pour des bandes originales de films. À l'époque, faut se dire que c'est un moyen souvent utilisé au cinéma pour capitaliser sur le succès d'un groupe et faire de la promo facile. Mais Brian, ça lui donne surtout envie de pousser l'idée plus loin. Avec le succès monstre du groupe, lui ce qu'il veut faire, c'est faire un film avec les Beatles et sur les Beatles. C'est dans la lignée de ce qui se fait à l'époque. Avec Elvis par exemple, même si les films dans lesquels il jouait étaient surtout des arguments de vente pour ses albums, et pas forcément l'inverse. Et ils aiment bien. L'idée plaît au groupe. Du coup, rapidement, il signe avec une boîte de production, et Brian y trouve un réalisateur et aussi un scénariste, Alun Owen. En suivant le quotidien surréaliste du groupe, entre tournées, interviews, conférences de presse, enregistrements, Owen décide d'écrire un faux documentaire. En fait, c'est surtout la façon d'être de John, Paul, George et Ringo qui l'incite à ne pas trop s'éloigner du réel. Il voit 4 jeunes anglais qui ont un succès qui les dépasse complètement et qui prennent tout ce qui leur arrive avec beaucoup de dérision. Et cette idée de parodier le quotidien des Beatles plaît à tout le monde. Et qu'on se le dise aussi, c'est aussi un moyen d'économiser sur le budget en respectant l'emploi du temps qui est déjà hyper serré du groupe. Le résultat sort en 64 et s'appelle A Hard Day's Night. Morning, lads. Morning, thank God you've all got here. Now look, I've had a marvellous idea. Just for once, let's all try to behave like ordinary, respectable citizens. Let's not cause any trouble, pull any strokes, or do anything I'm going to be sorry for. Especially tomorrow in that television theatre. Because... Are you listening to me, Lennon? You're a swan, ain't he, George? You're a swan. Le film suit 3 jours dans la vie du groupe, en exagérant certains aspects du quotidien. Ça montre une version lissée de la Beatlemania, sans gros mots, ni sexe, ni alcool, mais surtout ça permet à John, Paul, George et Ringo de se créer des personnages, des versions caricaturales d'eux-mêmes qui leur colleront assez à la peau. En fait, on estime même que c'est quelque chose qui a facilité l'attachement du public américain aux Beatles. Parce que si le film a surtout été pensé comme une sorte d'accompagnement de l'album, c'est un gros carton aux États-Unis. En Angleterre aussi, où la famille royale est même invitée à l'avant-première. Et même si les films de rock sont pas spécialement plus appréciés que ça, cette fois-ci, le côté un petit peu décomplexé de l'histoire va plaire au public, et du coup les critiques vont être hyper positives. En termes d'impact, on estime aussi que le film, qui intègre des séquences musicales filmées, a participé à ouvrir la voie au concept de clip. La bande originale donne naissance à leur 3e album, qui porte le même nom que le film, A Hard Day's Night. I know this love of mine will never die, and I love her. I may not have a lot to give, what I got I'll give to you. I don't care too much for money, money can buy me love. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. Niveau musique, c'est du pur Beatles de l'époque. 13 morceaux toujours dans un style typique du rock anglais. Dans la foulée de la sortie du film à l'été 64, les Beatles vont faire leur première tournée en Amérique. Brian Epstein leur avait promis de les rendre plus célèbres qu'Elvis avant leur départ, et ça n'a pas loupé. $3,000 American fans have turned out to greet the Beatles. À chaque date, la police locale est sur le coup pour essayer de contenir les fans, dans et autour des salles de concert, quand ce ne sont pas des stades. D'ailleurs, je pense que c'est à relever, c'est la première fois dans l'histoire de la musique qu'un artiste ou un groupe surtout fait un concert dans un stade. Mais tout ça ne va pas empêcher les débordements, comme à l'Empire Stadium de Vancouver, au Canada. We've got to back some of the people up. There's been 2 kids crushed already. They'll have to cancel the show. Hold it. Down. Everybody down. Or no show. Et même si ce genre d'incident n'arrive pas à chaque concert, la tournée est loin d'être de tout repos pour le groupe. John, Paul, George et Ringo sont confinés dans leur hôtel entre chaque concert et parfois transportés en hélicoptère jusqu'à la scène. Ils ne peuvent même plus mettre un pied dehors. Dans certaines villes, des rues entières sont fermées autour des lieux où ils jouent. Ils vont carrément adopter des stratégies pour se défaire de la foule, comme en louant des voitures de luxe et les faire circuler à vide dans les rues pour distraire les fans,
ou bien en se cachant dans des chariots de blanchisserie pour rentrer tranquille dans les hôtels et même se déguiser juste pour sortir sans se faire repérer. C'est aussi la première fois qu'on voit un groupe de musique utiliser des espèces de stratagèmes pour éviter les mouvements de foule, les hordes de fans, et donc évidemment ça va beaucoup amuser le public et les médias qui, à l'époque, vont un peu prendre ça comme un jeu du chat et la souris, quoi. Mais alors que Brian Epstein met tous ses efforts dans la logistique pour éviter les polémiques, le groupe décide de prendre position sur certains sujets, quitte à s'attirer les critiques. Ce qui pose problème aux Beatles, c'est qu'au milieu des années 60, la ségrégation est en place aux États-Unis. Et même si la loi contre les discriminations a été signée par le gouvernement la même année, le racisme est encore organisé. Surtout dans les États du sud du pays, on parle d'un endroit où les logements, les bancs dans la rue, les toilettes sont séparés pour les blancs et les noirs. Donc dans ce contexte, le groupe va apprendre que le public noir de son concert à Jacksonville ne peut pas accéder à la fosse et est limité au gradin. Réaction, John, Paul, George et Ringo organisent une conférence de presse pour annoncer qu'ils ne monteront pas sur scène, à moins qu'on autorise la foule à se mélanger. I think it'd be a bit silly to segregate people because, I don't think coloured people are any different. They're just the same as anyone else. But, over here, there are some people who think that they're sort of animals or something, but I just think it's stupid, You can't treat other human beings like animals. There's never any segregation in concerts in England, and in fact, if there was, we probably wouldn't play them. Pour les organisateurs, on parle de la tournée musicale la plus rentable de son époque. Donc le parti pris du groupe, ils acceptent de le respecter parce que c'est les Beatles. Mais d'avoir des gros artistes qui contestent les normes, c'est quelque chose qui se développe chez les musiciens célèbres dans les années 60. Et justement, en parlant de contestation, c'est à cette époque qu'ils vont faire la rencontre de quelqu'un qui va avoir quand même son importance dans leur carrière. Pendant leur tournée aux États-Unis, ils vont croiser la route de Bob Dylan, qui vient tout juste de sortir son deuxième album, qui va faire de lui la nouvelle figure de la musique protestante blanche. Bob Dylan est clairement plus militant que les Beatles, et ils vont donc échanger sur ce sujet, sous les effets d'un nouveau produit psychotrope, la weed. Ce qu'il faut se dire, c'est que John, Paul, George et Ringo, à cette époque, ils tournent encore aux excitants, quoi. Et on a déjà pu voir l'impact que ça a eu dans leur musique lors de leur passage à Hambourg. Alors je sais que ça peut ressembler à une blague ou une anecdote juste un peu nulle, mais cette rencontre et ces joints qu'ils fument avec Bob Dylan vont marquer vraiment un tournant dans la discographie des Beatles. It was a great honor to meet him. We had a crazy party the night we met. I went around. I thought I got the meaning to life that night. Alors ce qu'on sait vraiment de cette nuit, c'est plus proche de la légende qu'autre chose. Mais le groupe aurait suivi et aurait passé la nuit à triper, à tel point qu'ils ont essayé de prendre des notes sur ce qu'il se passait dans leur tête. Et la seule trace de tout ça, c'est un bout de phrase à peine lisible qui a été écrit par Paul en pleine défonce, avec marqué dessus « Il y a 7 niveaux ». J'en sais pas plus que vous, voilà. Il y a 7 niveaux, c'est ce qu'il faut retenir de cette soirée-là. On prend l'info. Plus concrètement, ce qui se passe durant cette nuit, c'est considéré comme l'ouverture des Beatles à la drogue de manière générale, mais aussi au psychédélisme comme un état d'esprit qui sera important plus tard dans leur carrière. Car pour le moment, le groupe a une tournée à finir, et elle va pas se terminer de la meilleure des façons. À leur retour en Angleterre en septembre 1964, les Beatles sont sur les rotules. Le timing serré, l'enchaînement des concerts et la routine confinée dans des hôtels les a fatigués et surtout le moral du groupe n'est pas à son max. Mais l'industrie n'a aucun répit. En suivant toujours l'agenda mis en place par George Martin, en parallèle des concerts, les Beatles ils ont techniquement un album à rendre en fin d'année. Sauf que cette fois, John et Paul qui composent d'habitude la majorité des morceaux, ils n'y arrivent pas. L'énergie et l'inspiration ne sont pas là, si bien que Brian va finir par accepter le projet d'un disque composé à moitié de reprises, que le groupe avait déjà pris l'habitude de jouer pendant ses concerts en Amérique. Le groupe tire donc sur la corde et le disque paraît uniquement parce que c'est une obligation contractuelle. Et ça, les Beatles ne veulent pas s'en cacher. Donc le 4e album sort à temps, en 64, et c'est Beatles for Sale. I tried to telephone, they said you were not home. That's a lie. 'Cause I know where you've been. I saw you walking your door. One day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Hold me, love me, I ain't got nothing but love, babe. 8 days a week. Ça se sent à des kilomètres que les gars ne veulent pas être là. Physiquement déjà, avec la pochette complètement déprimée,
mais aussi avec le titre de l'album, comme si le groupe n'était devenu qu'un bien de consommation comme un autre. Et ce n'est clairement pas le meilleur album des Beatles. On sent qu'il y a moins d'efforts, moins de recherche, etc. Mais néanmoins, avec toute la Beatlemania, etc., le disque fait quand même un carton, et ça sort pour Noël, et donc voilà. Tout va bien pour eux quand même. Et après une petite série de concerts à domicile, le groupe prend des vacances séparément, début 65. Mais John, Paul, George et Ringo sont vite rattrapés par une autre obligation, celle d'un nouveau film. C'est le contrat qu'ils ont signé avec la boîte de production derrière A Hard Day's Night, qui les y oblige. Donc le topo c'est quoi? C'est que c'est la même équipe, que le budget est juste triplé, et que les Beatles ont carte blanche. Sauf que nos 4 loustiques, ils auraient préféré se reposer. Clairement ça les fait chier, et ils passent plus de temps à fumer des joints qu'à apprendre leur dialogue pour le film. Pourtant, le script est un gros délire décomplexé, rempli de l'humour très anglais du groupe. Cette fois, les Beatles, qui jouent encore leur propre rôle, sont poursuivis par les adeptes d'une secte qui cherche à récupérer un anneau sacré qui s'est retrouvé bloqué au doigt de Ringo. Ho ho! Ho ho! C'est le pitch un peu. Voilà, je sais pas trop comment faire mieux. On peut encore sortir l'influence de la Beatlemania et l'idée de persécution des membres du groupe par leurs fans dans l'histoire du film. Mais là, on est quand même sur quelque chose de moins méta qu'avec A Hard Day's Night. Si le premier film s'amusait de la galère du quotidien, celui-là est littéralement un appel à l'aide. D'où le nom du film, Help. The ring! She's not wearing the sacrificial ring! In the name of science, I demand that ring. They expect me to cut my finger off. I need somebody. Mais c'est pas parce que les Beatles rigolent encore de leur situation que ça ne les affecte pas. Donc quand le film fait un flop à sa sortie pendant l'été 1965, eh bien le groupe s'énerve. Entre ça, la production difficile de Beatles for Sale, ils se rendent compte que s'ils laissent leur carrière être guidée par les impératifs des producteurs et des contrats, ils foncent un peu tout droit dans un mur. Pourtant, le constat est à nuancer. Parce que la bande originale du film qui sort dans la foulée et qui deviendra leur 5e album, contient certains des morceaux les plus célèbres du groupe. Les titres Help et Ticket to Ride font partie des chansons les plus écoutées du groupe, et même encore aujourd'hui. Mais il y a aussi Yesterday, qui pour l'époque ne ressemble pas vraiment à un titre des Beatles. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. C'est une chanson de rupture amoureuse, surtout portée par des instrumentations acoustiques. Donc on est bien loin du rock anglais qui est boosté aux amphétamines, qui a fait connaître les Beatles. Et en réalité, ce morceau a pas très bien été accueilli par tout le groupe. Pourquoi? Parce que c'est une composition solo de Paul, enregistrée sans John ni les autres, enfin sans personne. Et autant vous dire que ça n'a pas plu à tout le monde. Il y a un peu d'ego, hein. Mais malgré tout, le morceau a beaucoup de succès, et ouvre la voie à de nouvelles possibilités musicales pour les Beatles, qui sont sur le point de changer leur façon de travailler. À cette période, il y a un événement marquant qui va se produire. Le groupe reçoit la médaille de la Légion d'honneur de la Reine d'Angleterre à la fin de l'année 65. C'est un peu le symbole ultime de leur incroyable success story. Mais à ce moment-là, John, Paul, George et Ringo n'ont plus qu'un rêve, échapper à toute cette pression et prendre du recul. Pour comprendre ça, il faut se dire que les Beatles n'ont jamais vraiment craché sur la reconnaissance de la famille royale. The people in the cheaper seats, clap your hands. And the rest of you, if you just rattle your jewelry. Ça restait sage. Au fond, ce ne sont pas des punks, c'est même plutôt de bons élèves, mais ils ont conscience que le fait d'être reconnus par les institutions anglaises, c'est une forme de reconnaissance, mais qu'il y a quelque chose derrière. Parce que même si quasiment aucun groupe n'ont eu un succès comme celui des Beatles à cette période-là, pourquoi la famille royale, qui a un rôle politique évidemment, les adoube depuis le début de leur carrière? En fait, les Anglais, après la Seconde Guerre mondiale, même s'ils sont du côté des gagnants, leur pays est en plein déclin socio-économique. La guerre a provoqué une faillite, l'Empire doit faire face au début de la décolonisation en Asie et au Moyen-Orient, et culturellement, ils sont dominés par les États-Unis. Et dans tout ça, le succès des Beatles offre un rayonnement culturel qui est complètement inespéré
au pays. Ils sont les idoles d'une partie de la jeunesse à l'international, et la Beatlesmania allège les mœurs, d'une époque qui n'est pas des plus fun, on va dire. Mais surtout, ils sont hyper rentables, que ce soit pour le meilleur comme pour le pire. Les Beatles, c'est un enjeu clé dans le pouvoir anglais. Donc la reconnaissance que la famille royale va offrir au groupe, ça peut aussi se comprendre comme une forme de contrôle, dont les Beatles essayent de se libérer dans la deuxième moitié de leur carrière. Et leur prochain album marque ce tournant. Il s'appelle Rubber Soul et sort en 65. Le groupe mise pour la première fois sur un projet qui n'est pas pensé par et pour la scène. C'est un album studio qui est beaucoup plus travaillé techniquement que les précédents. Il est traversé par des thèmes récurrents et qui évoluent dans les morceaux. C'est plus juste une collection de hits mis bout à bout et puis voilà. Niveau musique, ça donne des textes qui sont moins amoureux, mais avec des thèmes un peu plus mélancoliques. Par contre, il n'y a rien qui peut justifier l'horreur qu'est Run for Your Life, qui est juste une menace de féminicide. Il y a tout dedans. Menace de mort, jalousie maladive, et même si John dira regretter plus tard cette chanson, ça ne l'a pas empêché de l'enregistrer. Donc en comparaison des 5 disques précédents, Rubber Soul est vraiment très différent. Il est clairement moins lisse, pour le meilleur et pour le pire. Et ça, jusque dans l'identité de l'album, avec sa photo et son logo distordu sur la pochette. Bref, c'est un projet déterminant dans l'histoire des Beatles qui ont réussi à réclamer 3 mois d'enregistrement à leur label pour le faire. Sans s'être libéré des contraintes de l'industrie, c'est un pari qui marche. Le groupe ne fait plus de reprises, ce qui était jusque-là une valeur sûre, mais ça n'empêche pas le disque de cartonner quand il sort en décembre 65. Parce que niveau style, c'est un vrai courant frais dans le rock anglais. La rencontre avec Bob Dylan, on va dire que c'est la face visible de l'iceberg, parce qu'en fait, sur ce projet, on se rend compte que les Beatles ont découvert la musique folk américaine, et ça s'entend. Et c'est pas juste une influence qui apparaît dans quelques morceaux, c'est aussi une question d'ouverture plus générale qui se transcrit dans l'expérimentation avec de nouveaux instruments. Par exemple, on entend de la mandoline et de l'armorium dans le disque, mais c'est surtout le premier album où George Harrison utilise un sitar. C'est un type de guitare typique de la musique hindoue qu'il a découvert par hasard dans le décor d'une scène pendant le tournage de Help. Alors là pareil, on dirait qu'on sait pas trop où on va avec cette anecdote, mais la découverte du sitar par George va l'ouvrir à toute la culture hindoue, et vous allez voir que ça aura son importance dans l'histoire du groupe. Et pas que du groupe, ça va aussi inspirer les Rolling Stones pour un de leurs morceaux les plus connus, Paint in Black, qui contient un solo de sitar et qui sort seulement 6 mois plus tard. Et enfin, niveau ouverture d'esprit, Rubber Soul est l'album où on sent que les Beatles n'utilisent plus la drogue comme un carburant, mais comme un outil créatif. Et ça change beaucoup de choses. Quelque part, les membres du groupe sont juste devenus de bons gros consommateurs de weed, et en fait, ça façonne et ça change leur manière juste de voir le monde, leur vision, et donc du coup, ça impacte tout le reste. À partir de cette époque, les Beatles rentrent dans une nouvelle ère, leur musique change et elle va faire écho à un grand mouvement contre-culturel des années 60, les hippies. Pendant cette période, Paul s'installe à Londres et se rapproche des artistes qui donnent la tendance dans les milieux underground. Grâce à Rubber Soul, les Beatles sont plus juste considérés comme une grosse machine à fric. Et ça c'est cool, ça va permettre à Paul de rencontrer les poètes de la Beat Generation venus d'Amérique. En gros, c'est un mouvement artistique contre-culturel et avant-gardiste. Et certains de ses représentants font découvrir à Paul la scène de musique expérimentale de l'époque, comme John Cage, et ça va le marquer profondément. De son côté, John lui continue à consommer des drogues et teste le LSD. Ça va le pousser à s'intéresser à la question du psychédélisme dans l'art, qui va aussi marquer la suite de sa carrière. George, lui, pendant ce temps, il a découvert le sitar quelques mois avant, il va découvrir la spiritualité indienne et la médiation dans des livres. Tout ça fera partie des ingrédients de leur futur album, un projet beaucoup plus ambitieux, que le groupe développe à son rythme en studio quelques mois plus tard, avec une liberté quasi totale
de création. Le résultat sort début 66, Revolver. Un mélange très varié de morceaux qui reprennent à peu près la structure habituelle du groupe, mais avec des idées de musique plus radicales que sur Rubber Soul. L'exemple le plus parlant, c'est le titre I'm Only Sleeping, avec son solo de guitare passé à l'envers. D'ailleurs, cette pratique, ça s'appelle le backmasking. Et c'est très répandu aujourd'hui, mais les premiers à avoir eu cette idée et à le populariser, eh bien c'est les Beatles. Sur ce projet, il y a aussi Eleanor Rigby, enregistré juste avec 8 violons. Il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de basse, il n'y a pas de batterie, et il y a un travail ultra minutieux sur la circulation des voix. On pourrait parler aussi de Love You Too, le premier morceau vraiment imprégné de la musique indienne, sans que l'utilisation du sitar par George soit juste une sorte d'excentricité exotique. En vrai, presque chaque morceau de Revolver est une petite révolution, à son échelle. Pour la première fois, les Beatles s'aventurent vraiment en dehors de leur zone de confort, et d'un point de vue technique, ça donne des idées radicales sur un album qui ne dénature pas du tout le son du groupe. Mais le mieux pour comprendre ça, c'est d'écouter Tomorrow Never Knows. C'est ce morceau qui marque l'entrée des Beatles dans son ère psychédélique. Et tout est là. La voix de John Lennon, déformée comme pour sonner comme une prière du Dalai Lama, les boucles de guitare qui sonnent comme des mouettes ou je sais pas trop quoi. Franchement, il y aurait de quoi faire une vidéo entière juste sur ce morceau, son histoire et son influence. Même au niveau de l'écriture où les paroles sont beaucoup moins dans quelque chose de narratif que d'habitude. Et quand le groupe retrouve un style d'écriture plus typique, ça donne le sous-marin jaune, Yellow Submarine, le fameux gros trip hallucinogène. Bref, c'est un album artistiquement très vaste. Et au niveau personnel, c'est aussi le projet qui provoque les premières fractures dans le groupe. En réalité, le mélange d'idées qui compose Revolver reflète vraiment les obsessions de chaque membre, au point où tout ne s'assemble pas de manière complètement fluide. En gros, on est plus sur un bricolage d'idées où chacun propose ce qu'il aime et c'est tout. On perd peu à peu la vraie cohésion des quatre qui donnait vraiment la force des Beatles jusque-là, à tel point que John, Paul, George et Ringo n'ont même pas participé tous les quatre à l'enregistrement de tous les morceaux. Donc après Yesterday, on s'éloigne peu à peu de l'harmonie Lennon-McCartney qui a toujours plus ou moins porté le groupe. Et là encore, quand il réfléchit, ça se retrouve un peu dans la pochette. C'est plus une photo de Beatles en randonnion, mais plutôt un collage de dessins et de photos où chacun regarde dans une direction totalement différente, même si c'est quand même lié par le style psychédélique général. Encore une fois, tout ça n'empêche pas Revolver d'être un carton quand il sort en août 1966, mais rétrospectivement, c'est même encore considéré comme un disque majeur dans l'industrie de la musique pour tout ce qu'il a contribué à créer. Mais cette fois, l'histoire ne va pas simplement se répéter. Qui dit nouveau disque, dit nouvelle tournée. Et le groupe part cette fois explorer l'Est. D'abord en Allemagne avec un petit passage à Hambourg, 6 ans après avoir fait leurs premières âmes sur place, mais surtout, puisqu'ils ont déjà conquis l'Occident, les Beatles sont programmés pour la première fois au Japon, puis aux Philippines. Et sur place, le groupe est confronté à tous les problèmes possibles. À Tokyo, la venue des Beatles va créer la polémique chez les conservateurs, vu qu'aucun autre lieu que le Budokan n'a assez de place pour les accueillir. Le problème, c'est qu'après la guerre, le Japon a été occupé par les forces américaines. Et même 15 ans après avoir retrouvé son autonomie, c'est un pays avec une forte culture nationaliste. Ça a toujours été un peu le cas. Mais depuis que l'Amérique lui a lancé 2 bombes atomiques dans la gueule, une bonne partie de la population est assez réticente à l'influence occidentale, vous vous en doutez. Dans ce contexte, la venue des Beatles n'est donc pas une évidence. Et le fait qu'ils soient programmés dans un endroit destiné aux arts martiaux, le Budokan, c'est vécu comme un outrage par la droite du pays. Donc c'est un joyeux bordel, à tel point que le groupe reçoit des menaces de mort avant même son arrivée au Japon, et forcément sur place, ils sont accueillis dans une ambiance irrespirable. Interdiction totale de sortir de son hôtel en dehors des concerts, et le pays mobilise 35 000 policiers pour protéger les Beatles d'un attentat. Pour John, Paul, George et Ringo, c'est un cauchemar, pire que leur tournée aux États-Unis, même si ça ne dure que 5 jours cette fois. Mais bon, ils tiennent le coup en faisant de la peinture sur leur temps libre. Ça, voilà, c'est Images of a Woman qu'ils ont peint ensemble sur leur temps libre. Voilà, pour tous nos amateurs de peinture, voilà, s'il y a des curieux. Voilà. L'ambiance s'améliore pas vraiment aux Philippines, où ils arrivent 2 jours après leur dernier concert au Japon. À l'époque, le pays vit sous la dictature nationaliste de Ferdinand Marcos, ce qui implique que sur place,
le pouvoir veut profiter des Beatles avant le concert. Concrètement, le groupe est invité à une réception organisée par la première dame du pays en leur honneur. Sauf que Brian Epstein, qui est chargé de gérer ça pour eux, il sait très bien que les Beatles n'apprécient pas vraiment être traités comme des animaux de foire par des groupes de riches qui veulent les mettre à leur disposition. En gros, l'idée c'est que quand c'est leur reine, bon écoute ça va, mais quand c'est les autres, vraiment ça les emmerde. Mais le pouvoir philippin n'apprécie pas d'être snobé par des musiciens venus de l'autre bout de la planète. Et même s'il ne les empêche pas de tenir leurs 2 concerts sur place, ils montent toute une campagne médiatique contre le groupe. On y voit les enfants de la famille au pouvoir, en larmes, à la télévision, eux qui rêvaient de pouvoir rencontrer leur idole. Vous savez ce que j'aime bien aussi dans ces vidéos un peu biographies, c'est que tu te rends compte que les pouvoirs en place n'ont pas tellement changé de méthode. Enfin bref, ça va marcher, et les Philippins, ils aiment pas ça non plus. À tel point que quand ils veulent rejoindre leur avion pour repartir du pays, le groupe se fait harceler par une foule qui s'est réunie à l'aéroport, et on n'est pas loin du lynchage, des manifestants arrivent à frapper Brian et le reste du groupe. We got to the airport and our road managers had a lot of trouble trying to get the equipment in because the escalator's been turned off and things. So we got there and we got put into the transit lounge. And then we got pushed around from one corner of the lounge to another, you know. You treat like ordinary passenger. Ordinary passenger, you were saying. It's an ordinary passenger, he doesn't get kicked, does he? And so they started knocking over our road managers and things, and everyone was falling all over the place. That started worrying you when the road manager got knocked over. Yeah, and I swear there was 30 of them. What do you say there were? Well, I saw 5 in sort of outfits, you know, that were sort of doing it, the actual kicking and booing and shouting. Did you get kicked? No, I was very delicate and moved every time they touched me. Bon, entre cette tournée désastreuse et l'expérience qu'ils ont déjà vécue aussi en Amérique 2 ans plus tôt, les Beatles commencent à être sérieusement fatigués de donner des concerts. Mais c'est la polémique suivante qui va tout changer. Avant de repartir pour une nouvelle série de concerts une fois de plus aux États-Unis, les Beatles participent à une interview en Angleterre, où John va dire « Aujourd'hui, nous sommes plus populaires que Jésus, et je ne sais pas qui disparaîtra en premier, le rock'n'roll ou le christianisme. » Voilà. Là, en l'occurrence, il n'y a pas tellement à se demander ce qui aurait pu mal se passer. C'est ce genre de scandale tellement gros qu'il a un nom, le Jesus Gate. Parce que même si l'article passe inaperçu à sa parution en Angleterre, quand il est repris et déformé au passage aux États-Unis, ça fout le feu au pays. Littéralement. Dans des États du Sud, on organise des rassemblements pour venir brûler ces vinyles des Beatles, et ça part dans tous les sens. Dans le Mississippi, là où les Beatles avaient déjà fait polémique en 64, le Ku Klux Klan se met à menacer le groupe et les accuse d'être des agents du Parti communiste. Après Tokyo et Manille, on pouvait difficilement rêver pire, comme retour sur scène. Brian essaie comme il peut de calmer le jeu dans ses conférences de presse, et John s'excuse d'avoir été mal compris. I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. You know, I just said what I said and it was wrong. Et le truc avec cet enchaînement, c'est que ça calme pas tout le monde. Et le groupe passe plus de temps sur scène à avoir peur de se faire tuer qu'à se concentrer vraiment sur sa musique. Et ça, pour les Beatles, c'est la goutte de trop. Pendant cette tournée, le groupe prend la décision d'arrêter les concerts. Pour nos 4 loustiques, le passage du 30 août 66 à San Francisco est pensé comme la dernière prestation live des Beatles. À l'époque, personne n'avait vu ça. C'est un vrai saut dans l'inconnu pour le groupe, mais en y regardant de plus près, c'est aussi une décision logique. D'abord, il y a eu les tournées épuisantes qu'ils viennent d'enchaîner, mais il faut aussi rappeler qu'avec la Beatlemania, donc depuis le début, en fait, ils n'arrivaient même plus à s'entendre jouer en concert, tellement ça faisait de bruit, à cause des cris de la foule, des systèmes de son pas assez performants, etc. Malgré tout ça, au tout début de leur carrière, la scène restait un moyen pour eux de tester des morceaux et de s'entraîner à jouer des nouvelles reprises, mais là, depuis Rubber Soul et surtout avec Revolver, la musique des Beatles est devenue trop technique pour être jouée juste à 4 pecnos. Il faut plus que ça. À tout ça, t'ajoutes maintenant qu'aller en tournée, ça les rapproche même plus de leur public, vu qu'on leur coupe de leur vie dès qu'ils sont à l'étranger, pourquoi est-ce qu'ils continueraient? Quand ils prennent cette décision, ça fait 1 an qu'ils ne jouaient quasiment pas leurs nouveaux morceaux, c'était juste en train de devenir des jukebox les mecs. Clic-clac, la musique, bon voilà. C'est triste, c'est genre l'over-succès qui t'éteint quoi. Alors voilà, les Beatles en live c'est fini, et la vérité c'est que la question s'était déjà posée plus tôt dans leur carrière. Mais les gars, surtout Paul, étaient trop accrochés à la scène pour l'abandonner avant tout ça. Et puis surtout, une question les terrifiait, est-ce qu'on est encore un groupe de rock quand on fait plus de concerts? Personne au monde n'a la réponse à cette question. Ni Brian, ni George Martin,
ni le groupe, ni leurs fans. Alors pour savoir, il va falloir attendre un peu. Parce que la seule chose que les Beatles trouvent à faire après leur tournée, c'est prendre des vacances. Et là en fait, on se retrouve un peu dans la même situation qu'avant Revolver. C'est même assez flagrant. George Harrison, qui avait passé son temps libre au début de l'année à s'intéresser à l'hindouisme, part carrément en Inde. Sur place, il rejoint Ravi Shankar, un des musiciens indiens les plus célèbres de l'époque, qui lui apprend vraiment le sitar, en plus de l'initier à la philosophie, mais aussi à la spiritualité du pays. En face, John et Paul restent à Londres et continuent de découvrir la scène underground, ils sont dans leur bail, etc. Tout cela à travers le cinéma, le théâtre, la performance, les expositions de l'époque, leur vision de l'art devient de plus en plus vaste. Et c'est justement en côtoyant ce tout petit monde que John va rencontrer une certaine Yoko Ono. À ce moment-là, John est marié avec sa femme Cynthia depuis 4 ans, avec qui il a déjà eu un enfant, Julian, et on sait tous comment ça va finir, mais la première rencontre entre John et Yoko, c'est un coup de foudre qui est surtout artistique. Il va falloir attendre un peu avant que le couple Lennon-Ono change le destin des Beatles, mais pour le moment, il est déjà temps que le groupe se retrouve. C'est EMI, leur label, qui va sonner la fin des vacances. Ça y est, les gars ont pu profiter, mais après plusieurs mois, il est vraiment temps de revenir pour prouver qu'un groupe de rock peut exister sans monter sur scène. Et heureusement pour tout le monde, Paul a une idée pour ça. Son constat est simple. Même si les Beatles ont pu ralentir la cadence et faire évoluer leur style, ils n'ont jamais vraiment réussi à échapper à leur célébrité. Et au fond, c'est un peu ça la source de tous leurs problèmes. Donc la vraie question à se poser, c'est comment arrêter d'être les Beatles ? C'est comme ça que Paul propose de créer un faux groupe. L'idée n'est pas seulement de changer de nom, mais de proposer quelque chose de nouveau. Et c'est ainsi que les Beatles deviennent Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Comme chaque matin, le Sgt. Pepper assure sa tournée dans le comté de Wiltshire. Ça vient de là, Sgt. Pepper's. Alors, c'est qui le Sgt. Pepper's, hein ? Et pourquoi le club des cœurs esselés ? J'ai pas la traduction parfaite. Bah mystère. Encore aujourd'hui, c'est juste entouré de rumeurs, on n'a pas de réponse. La seule chose qui est sûre, c'est que quand cette idée surgit, bah le groupe est déjà au travail. Et laissez-moi vous dire qu'ils sont en grande forme. Ce qui motive les gars, c'est la sortie de Pet Sounds, un album des Beach Boys, paru quelques mois avant. Eux, c'est un peu l'équivalent américain des Beatles, et leur disque a été pensé comme une réponse à Rubber Soul et Revolver. Vous vous rappelez qu'on a dit que les Beach Boys pouvaient concurrencer l'harmonie vocale des Beatles ? Eh bien, ils ont carrément réussi à le dépasser avec Pet Sounds. Et c'est en train de devenir la référence pop hyper inventive dans la musique. Évidemment, il y a un peu de concu, etc., ça va les booster. Sans réel clash entre les deux groupes, la performance des Beach Boys, c'est aussi ce qui incite les Beatles à se dépasser. Et le meilleur exemple pour ça, c'est de parler des 2 premiers morceaux qu'ils enregistrent à cette époque, même s'ils n'ont pas fini dans la tracklist de l'album. Paul commence avec Penny Lane. Penny Lane is in my ear and in my eye. On sent déjà que le groupe a passé un cap. La chanson reflète le talent mélodique de Paul, avec une attention aux détails poussés à la perfection. Presque chaque temps est enrichi par de nouveaux instruments. Flûte, hautbois, contrebasse, trompette, qui se font parfaitement avec le piano et qui atteint une harmonie finale qui est minutieusement travaillée. On a aussi John qui revient avec Strawberry Fields Forever, qui a un côté expérimental beaucoup plus assumé. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields Forever. En fait, à la base, c'est pensé comme une ballade. Mais l'écriture inspire tellement le reste du groupe que tout le monde apporte son idée au morceau. Paul avec le mélotron en fond, alors que c'est un instrument tout récent qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à l'époque, George avec 2 pistes de guitare indienne, et puis Ringo, dont la batterie est enregistrée de façon à sonner hyper profond. Mais surtout, il y a l'orchestration qu'ajoute George Martin au tout pour accentuer les moments de tension. Et pour la première fois sur ce morceau depuis très longtemps, on a un vrai morceau des Beatles, et pas juste un collage des idées de chacun. Et résultat, c'est le morceau qui fait admettre aux Beach Boys que les Beatles sont les rois. En fait, quand il l'a entendu à la radio, le leader des Beach Boys a tout simplement annulé les sessions qu'il avait prévues pour enregistrer son nouvel album. Tout simplement parce que pour lui, ce qu'il venait d'entendre, c'était indépassable et que du coup, ça servait à rien d'essayer. Des histoires comme ça, il y en a littéralement pour chaque morceau de l'album. Le morceau final, par exemple, c'est A Day in the Life. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the book, I'd love to turn you. Pour
enregistrer, le groupe invite un orchestre de 45 musiciens et les Rolling Stones, alors qu'ils sont considérés par les fans comme leurs plus grands concurrents, à assister à l'enregistrement juste parce qu'ils peuvent le faire. La créativité du groupe a jamais été aussi débridée. Et ça donne aussi Lucy in the Sky with Diamonds, un chef-d'œuvre de la musique psychédélique où les Beatles essayent même plus de cacher leur référence à la drogue. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Et comme pour Strawberry Fields Forever, il y a 200 idées qui se superposent en même temps dans le morceau, sans que ce soit le bordel à écouter. Et c'est ça la force de l'album, c'est la cohérence qu'il trouve dans la constellation d'innovations radicales qui le compose. Comme pour sa pochette, où chaque détail cache une histoire qui mérite d'être étudiée pendant des heures, alors qu'on peut aussi juste profiter du tout sans s'y perdre. Et ça, le public le comprend bien quand Sgt Pepper sort au début de l'été 1967. C'est un objet créatif tellement vaste que tout le monde y trouve son compte, et qui devient vite la bande originale du Summer of Love, où la culture hippie qui transpire de l'album s'ouvre au grand public. Bref, on y est enfin, c'est l'apogée artistique des Beatles. Déjà parce que c'est encore un des disques les plus vendus de l'histoire, avec 32 millions d'exemplaires physiques écoulés, et parce qu'il est toujours cité dans les meilleures listes d'albums de tous les temps. C'est aussi le projet des Beatles le plus ancré dans son époque, c'est à la fois un album qui a résonné très fort avec le mouvement hippie, mais culturellement il représente presque à lui tout seul le mouvement. Et pour en arriver là, le groupe a dû se dépasser. En interne, le fonctionnement n'a pas du tout été le même, avec Paul qui a pris l'initiative de tout le projet. Alors qu'avant, c'était son duo avec John qui faisait avancer les choses. Du concept de base jusqu'aux expérimentations les plus radicales, c'est Paul qui a trouvé la direction, ce qui a un peu laissé le reste du groupe sur le côté. Et comme la dynamique des Beatles est chamboulée, avec un nouveau leader et plus de concerts à faire, tout ça passe pas mal de questions sur l'avenir du groupe. Et le premier concerné, c'est Brian, le manager. Parce que le contrat qui le lie aux Beatles, il touche à sa fin la même année. En 6 ans et demi, il a fait fortune, a autant géré les projets artistiques que les finances des Beatles. Il a fait clairement partie du groupe, et il se pose pas trop de questions sur le renouvellement de son contrat. Mais il sait aussi que les décisions prises par les Beatles et la direction que prend le groupe, ça chamboule pas mal ses missions. Mais alors que tout ça bouillonne, une nouvelle opportunité tombe du ciel. La BBC propose au groupe de participer à la première émission en direct, diffusée dans le monde entier, Our World. Pour ce faire, il faut juste qu'il joue en direct un nouveau morceau avec un message positif. C'est la DA de l'émission, comme on est en pleine guerre du Vietnam à l'époque. Pour coller au thème, le groupe a l'idée de s'inspirer d'un hymne guerrier, repris façon Love Power. Au final, ça donne All You Need Is Love avec son intro, qui reprend, oui, la Marseillaise. C'est un morceau qui a un fort impact dans le mouvement hippie en Amérique, où toute une partie de la jeunesse s'oppose à la guerre au Vietnam. Ça peut paraître cucu maintenant, mais les messages de paix et d'amour, c'est vraiment quelque chose qui anime les militants de l'époque. C'est un vrai mot d'ordre qui structure à la fois leur opposition à l'intervention américaine au Vietnam, mais aussi un message plus général d'émancipation du capitalisme. Et les Beatles s'y résonnent avec tout ça dans leur nouveau morceau, même si là encore, ça fait d'eux les représentants d'un mouvement dans lequel ils ne se sont jamais vraiment engagés, mais l'impact est trop fort. Bref, le groupe est encore au max, mais alors que les planètes se sont pas mal alignées depuis le début de leur carrière, un événement vient tout remettre en question à la fin de l'été 67. Juste avant la rentrée, personne ne s'y attendait, mais Brian Epstein est retrouvé mort chez lui d'une overdose de médicaments à seulement l'âge de 32 ans. Brian cachait un tempérament fragile. Il avait du mal à gérer presque tout seul toutes les affaires du groupe et avait déjà eu tendance à se réfugier dans la drogue. Pour les Beatles, c'est un choc. Brian n'était pas juste leur manager, il était le lien du groupe. Pendant plus de 6 ans, il a tout géré. Il a trouvé le producteur George Martin, il a négocié les contrats des tournées, des albums. Sans lui, il n'aurait peut-être jamais percé, ni eu la liberté créative qui a fait leur succès. Alors que le groupe est encore sous le choc de la mort de Brian, Paul va relancer une idée de projet, cette fois pour un film. Et c'est surprenant dans le sens où le cinéma a toujours été une contrainte pour eux. Mais, porté par l'énergie créative depuis Sgt Pepper's, ils se laissent tenter. Sans plan précis, Paul propose simplement un Magical Mystery Tour, un voyage en bus, avec leurs proches et une équipe de tournage pour voir où ça va les mener. Le seul script est un dessin de Paul en forme de camembert, avec quelques idées par-ci par-là. Tout va se décider sur place, comme pour Sgt Pepper's, où chaque idée folle était testée.
En musique, cette méthode est pas mal efficace, mais ici, bon voilà, c'est pas vraiment ça. Le film ressemble à un road movie qui mêle sketch, clips musicaux. Bon, c'est divertissant, surtout car il dure moins d'1 heure, mais c'est plus proche d'un trip sous acide que d'une œuvre artistique radicale, etc. When a man buys a ticket for a Magical Mystery Tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime, and that's just what he gets. The incredible Magical Mystery Tour. En bref, Magical Mystery Tour, qui est diffusé fin 67, est le premier flop des Beatles. La BBC le diffuse en noir et blanc le 26 décembre, un choix qui est peu adapté à l'esprit psychédélique du film, qui est clairement à l'opposé de l'ambiance de Noël. Mais le problème ne vient même pas de là. Le film est étrange, et malgré quelques belles scènes, personne ne comprend vraiment ce qu'il raconte. Résultat, la presse et le public descendent le projet, et l'album qui sort avec quelques singles de Sgt Pepper's déjà, n'arrive même pas à sauver le tout. C'est juste un flop, et puis voilà, faut l'accepter. Mais bon, dans son contexte, ce désastre arrive au pire moment pour les Beatles, qui ont du mal à garder un équilibre sans Brian Epstein. Le film ressemble à une tentative d'évasion pour faire leur deuil, mais il soulève des doutes pour l'avenir. Après cette expérience, ils comprennent que se précipiter n'est pas la solution. Alors, quand EMI leur suggère de revenir en studio pour faire oublier Magical Mystery Tour, John, Paul, George et Ringo préfèrent s'enfuir. Le groupe s'envole donc pour l'Himalaya. Comme ça, bonne chance pour aller les chercher. Là-bas, ils rejoignent Maharishi Mahesh Yogi, créateur de la méditation transcendantale. C'est l'idée de George, vous vous en doutez, qui pense qu'un moment de calme ferait du bien aux Beatles après tout ce qu'ils ont traversé. Sauf que son truc là, c'est un stage intensif qui alterne séances de méditation et enseignement spirituel. Alors, ça parle un peu à tout le monde au début, même si Paul et Ringo, ils ont du mal à s'habituer au régime végétarien obligatoire. On va pas faire durer le suspense plus longtemps, ça ressemble clairement à une secte. En France, des rapports gouvernementaux ont d'ailleurs classé des groupes de méditation transcendantale comme sectaires, même si ces documents ont depuis été jugés dépassés par des organismes de lutte contre les dérives sectaires. Les controverses persistent pourtant, notamment sur la fortune de Maharishi, qui est estimée à 2 milliards de dollars. Et sur la méditation transcendantale elle-même, dont les effets n'ont jamais été scientifiquement prouvés. Bref, le temps passe et rapidement, le groupe passe plus de temps à composer qu'à méditer, créant ainsi la majorité des chansons de leur futur album. Mais, parce qu'il faut un mais, l'ambiance finit par se tendre. Paul et Ringo, peu convaincus par cette retraite de 3 mois, repartent après quelques semaines. George, lui, il est investi au max, il est convaincu que ça va l'aider à trouver la paix intérieure. Et John, même s'il est attiré par la méditation, il pense surtout à Yoko Ono, avec qui il échange des lettres. Vous savez, ce qui est peut-être pire dans cette anecdote, c'est que sa femme, Cynthia, était là, dans ce voyage-là, et que petit à petit, il a fini par faire chambre à part, juste pour écrire à son amante. Forcément, ça devient très bizarre, mais la goutte d'eau, c'est quand Maharishi est accusé d'agression sexuelle sur l'actrice Mia Farrow, également présente à ce stage. Même si elle a elle-même démenti dans son autobiographie, quand ça arrive, John Lennon devient persuadé que Maharishi est une arnaque, et ça marque la fin de l'arc stage pour le groupe. De retour en Angleterre, les Beatles ne vont pas mieux qu'avant leur départ. La presse et les fans ont entendu parler des tensions qu'il y a eu en Inde, et de nouvelles rumeurs circulent. John, lui, sombre dans la dépression en réalisant qu'il aime Yoko Ono, ce qui menace de briser sa vie de famille avec Cynthia. Un mois après son retour, il invite Yoko chez lui, et ils passent la nuit ensemble. Quelques jours plus tard, Cynthia va les surprendre. Leur mariage était déjà difficile à cause du tempérament violent de John, qui l'a même déjà frappé, et cette trahison marque le point de rupture de leur relation. I used to be cruel to my woman and beat her. That's me, because I used to be cruel to my woman physically. You know, I was a hitter. I couldn't express myself, and I fought men, I hit women, I was violent. That's why I'm always on about peace. You see, it's the most violent people that go for love and peace. But I am absolutely a violent man who has learned not to be violent. Cynthia a toujours vécu dans l'ombre de son mari, et l'histoire ne lui rend pas honneur. Elle divorce de John quelques mois plus tard et obtient la garde de l'enfant, Julian. Son procès lui fait toucher une pension ridicule, 2400 livres par an et 100 000 sur le coup, que John refuse d'abord de lui verser en disant qu'elle ne les vaut pas. Avec évidemment tous les médias sur le dos pendant son procès,
elle se retrouve complètement isolée et perd tout l'entourage qu'elle a côtoyé pendant presque 10 ans. Alors que les familles des autres Beatles ont coupé les ponts avec elle, seul Paul continue à garder contact avec Cynthia et Julian. Paul a toujours été proche d'eux, au point que Julian dit souvent qu'il a été plus présent pour lui que son propre père. Et c'est justement en allant leur rendre visite que Paul a l'idée d'une chanson pour réconforter Julian, qui ne reverra quasiment plus jamais son père après le procès, Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Aussi étonnant que ça puisse paraître, quand Paul présente le morceau au reste du groupe, John n'est pas contre. À tel point qu'en le retravaillant, la chanson va s'étaler sur 7 minutes, avec un nouvel orchestre d'une 30aine de musiciens. Le groupe est tellement emballé par le morceau qu'un clip est tourné dans la foulée, un peu dans les mêmes conditions qu'un live. Cela pourrait sembler marquer un grand retour, mais en réalité, Hey Jude est leur dernière création en tant que groupe encore soudé. À sa sortie, le morceau est un immense succès. Mais c'est surtout sa face B qui marque un tournant. On y retrouve Revolution 1, qui fait écho aux mouvements sociaux de 68, qu'on a également connu en France. Les Beatles, surtout John, ont toujours été très proches de la contre-culture, sans prendre position ouvertement. Contre la guerre du Vietnam, leur message restait centré sur l'amour, sans slogan politique direct. Avec Revolution 1, ils vont plus loin et dénoncent les idéologies et la violence, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Le débat autour de Revolution 1 est délicat. John prône la non-violence et l'égalité, mais son message, jugé moralisateur et déconnecté, passe mal auprès de certains. Alors d'accord, le public des Beatles, ça n'a jamais été que des militants, mais cette réaction marque une rupture pour les Beatles, dont l'avant-garde culturelle avait toujours été un atout jusque-là. Et c'est aussi à l'image de tout ce qui se passe au sein du groupe. Pour préparer le nouvel album, les Beatles se servent de tout ce qu'ils ont enregistré en Inde. Au studio d'Abbey Road, John est toujours accompagné de Yoko Ono, alors que jusque-là, les sessions d'enregistrement étaient un moment privilégié pour les Beatles qui se retrouvaient surtout entre eux, et ils en avaient besoin. En fait, Yoko Ono, elle agace surtout le reste du groupe pour l'influence qu'elle a sur la musique des Beatles. Ça énerve les gens, elle n'a rien à faire là. Avec John, sur son temps libre, elle fait aussi de la musique dans une démarche plus expérimentale que les Beatles, et ça s'entend dans la version finale de l'album. Sur le morceau Revolution 9, qui est un collage de sons de presque 10 minutes. Personne n'a envie d'écouter ça. Et personne au sein du groupe ne voulait que ce morceau existe. Mais John lui était convaincu, donc ça a fini dans la tracklist. Et ça, c'est l'influence de Yoko Ono. La fracture qui pouvait déjà y avoir entre chacun des membres, avec le changement de dynamique à partir de Sgt Pepper's, devient à ce moment-là aussi artistique. Les sessions d'enregistrement deviennent chaotiques. Ringo quitte temporairement le groupe, chacun compose de son côté, et l'unité disparaît. John veut un projet radical, anti-commercial, alors que Paul reste fidèle à son écriture pop, tandis que George et Ringo ne trouvent plus vraiment leur place dans le processus créatif. Et ce fameux bordel, c'est ce qui va donner The Beatles, surnommé le White Album, l'album blanc, blablabla. Et ce projet va sortir sans réelle direction. Ça part dans tous les sens, il y a 30 titres. Et voilà, comme si le groupe n'avait pas voulu se mettre d'accord sur leurs idées. C'est juste les idées de tout le monde. Et démerdez-vous le public à trouver ce que vous voulez aimer là-dedans. Blackbird, fly into the line of a dark black night. You know the reason why. Number 9, number 9, number 9. It was one sunny day, the world was waiting for the lover. She came along to turn on everyone. Sexy Sadie, the greatest of them all. Forcément, c'est un projet trop dense. Mais en même temps, le résultat, c'est que c'est aussi une diversité assez folle de styles, de la country au hard rock en passant par des morceaux complètement inclassables.
Si bien que l'album sort, tout le monde trouve quelque chose qui lui plaît dedans. Étant donné qu'il y a moins de surenchères sur les effets de style, il y a quand même un sentiment d'un retour à la simplicité qui parle au public et qui va parler aussi à la presse. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que même si le manque de direction artistique est critiqué, l'album blanc est de nouveau un très grand succès. Pourtant, l'avenir des Beatles n'a jamais été aussi incertain. Le groupe est au bord de la rupture au point que le sujet a déjà été évoqué pendant les sessions du dernier album, et encore une fois, c'est Paul qui prend l'initiative pour ne pas laisser son groupe s'éteindre. Alors qu'on pourrait penser qu'ils ont tout essayé et qu'il faudrait peut-être passer à autre chose avant le faux pas créatif de trop, Paul, encore lui, a une nouvelle idée. Voyant les Beatles se désagréger, il propose de relancer le groupe en revenant aux sources. Un projet simple, basé sur des répétitions et un concert, pour retrouver l'énergie d'origine sans passer par le studio. Il le nomme Get Back, pour signifier le retour des Beatles, à la fois sur scène, mais surtout entre eux. Franchement, why not ? Le groupe accepte, mais les tensions persistent. John et Yoko ont sorti un album expérimental un tout petit peu avant. Et Yoko, omniprésente au studio, dérange les autres. Après Ringo, c'est George qui décide de quitter le groupe pendant les répétitions. I think I'll be leaving the band now. When? Now. Il est rattrapé in extremis par les autres pendant une réunion, mais négocie de ne pas se produire à la télé pour son grand retour. Le projet Get Back, c'est vraiment l'option de la dernière chance pour le groupe, et malheureusement, ça n'aboutira pas vraiment. Même si c'est moins pire que pendant l'enregistrement de l'album blanc, l'ambiance entre les quatre est pas bonne, et les impératifs du projet sont trop serrés pour aboutir à quelque chose. Dans les documentaires qui existent sur le projet, on sent que les gars y croient pas vraiment. Même sans avoir à s'entendre sur une orientation artistique pour le projet, on capte que John et les autres sont complètement désinvestis. En fait, l'échec du projet prend tout son sens dans sa concrétisation. Parce que le concert prévu à l'issue des répétitions a finalement bien eu lieu, en public, sur le toit du siège d'Apple, la société fondée par le groupe à la mort de Brian Epstein. On est le 30 janvier 69 et c'est la dernière fois que le groupe monte sur scène. Pour 42 minutes seulement. Parce que la police a mis fin au concert qui n'avait pas été autorisé. Voilà. La dernière performance live des Beatles, complètement gâchée. Tout le monde sentait que la fin était proche, mais c'est bel et bien la police qui aura fait le choix de mettre fin à cette dernière chance. On pourrait penser que la carrière des Beatles se termine sur une fausse note. Pourtant, malgré les tensions, ils savent qu'ils ne peuvent pas finir ainsi. Alors, après ce concert final, les Beatles décident de se retrouver une dernière fois en studio, et pour de vrai cette fois, histoire de préparer leur ultime projet. Et ce sera l'album Abbey Road, en référence à la rue du studio où tout a commencé pour eux, avec leur premier morceau, Love Me Do. Pendant 6 mois, ils tentent de mettre leurs différents côtés pour créer un album, comme à leur prime. En partant des répétitions de Get Back, et du reste des compositions faites en Inde qui n'ont pas toutes été utilisées dans l'album blanc, le groupe reprend des morceaux déjà entamés et essaye de retrouver une dynamique de création. Ce qui ne marche pas vraiment. Au total, seule la première moitié du disque est composée de titres originaux, quand la deuxième partie prend la forme d'un medley de morceaux entamés. Malgré l'ambiance au studio qui ressemble toujours à celle des derniers albums, tout le monde essaye de mettre un peu son ego de côté. Et étrangement, ça marche. Abbey Road sort le 1er octobre 69 et contient certaines des meilleures chansons du groupe. Come together. Over me. Don't want to leave now. You know I believe in how. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's alright. Avec juste ce qu'il faut d'innovation, le son des Beatles retrouve toute son identité. Plus qu'un ensemble d'idées cachées dans les morceaux, c'est surtout le synthé qui fait office de nouveauté dans tout l'album. Tout sonne comme un au revoir, au niveau des compositions qui sont très mélancoliques, comme dans les paroles où le groupe ne se cache pas des tensions internes. Le meilleur exemple de tout ça, c'est peut-être le double morceau Golden Slumbers, Carry That Way. Golden slumbers fill your eyes. Smile.
morceau commence avec une berceuse mélancolique, abordant le poids du passé, puis devient épique avec un break de batterie. On ressent que chaque Beatles accepte son rôle et l'héritage immense qu'il laisse derrière eux. Tout y est. Des paroles touchantes, une musique profonde et surtout, pour la dernière fois, l'impression d'entendre un groupe soudé. Comme toujours, et pour la dernière fois, un album des Beatles connaît le succès à sa sortie. Le groupe se retrouve donc avec un énième succès, mais c'est tellement une habitude qu'il n'y a pas de quoi relancer la machine. Malgré le fait que Paul essaie de regrouper tout le monde une nouvelle fois, quelques mois après la sortie de l'album, rien n'y fait. C'est là que John propose de faire un album à moitié composé de ses chansons à lui tout seul, l'autre partie étant dédiée à Paul, George et Ringo. Aux yeux du groupe, ça n'a pas de sens, et ça se comprend. Bah écoutez, moi je fais 6 sons, voilà, pour moi tout seul, c'est moi qui fais tout, et les 6 autres, bah vous voulez partager, vous voulez débrouiller. En fait, tout se joue à ce moment-là, puisque le 20 septembre 1969, John décide de quitter les Beatles. La décision est prise de ne rien annoncer officiellement, pour laisser encore un espoir au temps, et pour anticiper l'annonce officielle. Plusieurs mois passent sans que personne sache si c'est fini pour de bon. Sauf que le label des Beatles a prévu la sortie d'un nouvel album du groupe pour capitaliser une dernière fois sur leur musique avant que le monde entier apprenne que le groupe n'est plus. Ce projet voit le jour en 1970, il rassemble des morceaux finalisés lors des sessions de Get Back, ceux qui n'ont pas été utilisés pour Abbey Road, ainsi que quelques titres sortis uniquement en single. Et il s'intitule Let It Be. Undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Everybody had a good year. Everybody had a hard time. Oh yeah. Everybody had a wet dream. Oh yeah. Everybody saw the sunshine. Le souci avec ce projet, c'est qu'il a encore plus foutu la merde au sein du groupe. Paul, de son côté, il a passé du temps en studio, et un mois avant la sortie de Let It Be, Paul, il se sent prêt à dévoiler son premier album solo. Là, vous commencez à comprendre qu'il y a des dates qui correspondent pas. Ça va foutre le bordel pour la simple et bonne raison que le public, il est pas encore au courant que les Beatles c'est fini. John, lui, a déjà sorti des disques avec Yoko Ono, et il n'est plus vraiment vu comme le leader du groupe, contrairement à Paul. Donc si Paul sort un album solo, ça revient à annoncer la fin du groupe, et ça fait clairement chier le label, chargé de distribuer leurs albums. EMI, qui étaient les seuls à s'être investis dans Let It Be, vont lui demander de décaler la sortie de son disque, ce que Paul prend mal. Paul réagit en ajoutant un message dans son vinyle, annonçant son départ des Beatles sous la forme d'une fausse interview, où il rédige lui-même les questions et les réponses. Il y explique que des désaccords personnels, financiers et artistiques l'ont conduit à quitter le groupe. À cette époque, beaucoup de personnes vont reprocher à Paul d'avoir mis un terme au groupe et d'utiliser cette annonce pour promouvoir son album solo. Mais la vérité, c'est que c'est John Lennon qui a claqué la porte en premier, mais ça les gens le sauront plus tard. Quoi qu'il en soit, la nouvelle est lancée et se répand très vite. Les Beatles, c'est finito. Alors, on s'est vraiment intéressé aux Beatles comme un groupe en soi depuis le début, mais c'est impensable de ne pas parler de ce qui s'est passé après la dissolution du groupe. D'abord pour John, évidemment. Sa carrière est loin d'être finie après avoir quitté le groupe, puisqu'il continue à faire de la musique avec Yoko. Ensemble, avec leur groupe Plastic Ono Band, ils continuent de sortir des disques, notamment Plastic Ono Band, qui porte le même nom que le groupe. C'est un des projets qui s'approche le plus de ce qu'ont été les Beatles, comme c'est Ringo qui a été le batteur pendant les sessions d'enregistrement. À côté, John publie aussi sous son propre nom, dont son classique Imagine, en 1971. Sans effacer toute sa résonance avec les mouvements qui ont fait des années 60 une période de révolution culturelle, c'est le projet artistique qui fait de lui l'icône pacifiste qu'on retient. Même si, je le rappelle, il boxait sa femme. John s'installe à New York et le 8 décembre 1980, il va signer un autographe à un fan du nom de Mark David Chapman. Cet Américain complètement fan des Beatles va suivre John et l'abattre de 4 balles au pied de sa résidence, sous les yeux de Yoko Ono. Aujourd'hui, Mark David Chapman est toujours en prison pour cet assassinat, alors que ça reste difficile d'identifier les raisons de son passage à l'acte. Dans ses prises de parole publiques, que ce soit en interview ou pendant les auditions, il a surtout expliqué que c'était motivé par l'envie de devenir célèbre.
Forcément, tout le groupe est sous le choc, particulièrement George, qui est le seul à n'avoir pas renoué avec John depuis la séparation du groupe. Entre-temps, il s'est aussi consacré à sa carrière en solo, et même s'il est toujours resté plus ou moins dans l'ombre de John et Paul, il a vraiment cultivé son style. Bon, ce n'est pas le musicien qui a le mieux vécu le virage des années 80, même si à l'époque, après la mort de John justement, il est arrivé à réformer ce qu'il restait des Beatles, le temps d'un morceau bien nostalgique. En plus de sa carrière solo, George va former un nouveau groupe fin des années 80, les Traveling Wilburys, avec notamment Bob Dylan. Dans les années 90, il retrouve Paul et Ringo pour l'anthologie des Beatles, un projet qui résume l'héritage du groupe en plus de 6 heures de musique, avec un livre et un documentaire. Mais en 1999, George est victime d'une tentative d'assassinat. L'agresseur, reconnu schizophrène, n'est pas jugé responsable de ses actes. George survit donc miraculeusement à une quarantaine de coups de couteau, mais il va succomber d'un cancer des poumons en 2001. Pour Ringo, qui est celui qui s'entendait le mieux avec tous les autres, la fin des Beatles lui ouvre aussi les portes d'une carrière solo. Ringo va se trouver une passion pour la musique country et sortir plusieurs albums dans ce genre. Il s'est vraiment lancé dans ce qu'il aimait, sans avoir peur de s'éloigner du style des Beatles, et rien que pour ça, grand respect à lui. Après, il faut être honnête, c'est pas un immense succès. Même s'il arrive à réunir George, Paul, John sur quelques morceaux, sa carrière solo ne décolle pas vraiment, au point qu'il disparaît de la scène artistique dans les années 80. Après une cure de désintox, il fait son retour dans les années 90, et depuis, il enchaîne les projets hyper régulièrement. D'ailleurs, son prochain album est prévu pour 2025. Et enfin, il y a Paul, qui va continuer à être hyper productif. Après son premier album solo, celui qui a annoncé la fin des Beatles, il va sortir 26 albums studio, 10 albums live, 4 compilations et 5 albums de musique électronique. Le gars vit, mange, dort musique, et même encore aujourd'hui. Pour l'anecdote, au début de sa carrière solo, il va même faire une diss track sur John Lennon. Tout est là. Il lui reproche de ne pas avoir différencié sa vie personnelle de la carrière du groupe, son addiction à la cocaïne, son goût pour l'underground qui a été le point de rupture artistique du groupe, un morceau auquel John a d'ailleurs répondu avec How Do You Sleep, où il tente de démolir la carrière de Paul en prétendant qu'il n'a pas de talent. Aujourd'hui, on en voit partout des diss tracks, mais je pense que celle de Paul et John, c'est juste les premières de l'histoire de la musique, presque. Et je trouve ça ouf, mais voilà, c'est une petite anecdote cadeau, ça fait toujours plaisir. Enfin bref, Paul est celui qui s'en sort le mieux, tout va bien pour lui, il a également enregistré des morceaux avec Stevie Wonder, Michael Jackson, Kanye West ou encore Rihanna, et il animera même la mi-temps du Super Bowl en 2005. Aujourd'hui, Ringo et Paul sont les deux derniers membres restants du groupe encore en vie, et ils continuent de perpétuer l'héritage des Beatles. Bon, c'était un gros morceau, mais c'était impossible de ne pas raconter l'histoire des Beatles en vidéo, après toutes les personnes que j'ai déjà pu présenter. Déjà, la première chose qui me marque, c'est de se dire que tout ce qu'on vient de voir s'est passé en moins de 10 ans. Entre la rencontre des Beatles avec Brian Epstein fin 61 et la sortie du dernier album fin 69, il n'y a que 8 ans. 8 ans pour sortir 11 disques. Pas toujours au même niveau, mais qui ont connu un succès comme personne d'autre n'en avait connu à l'époque. Et surtout qui ont changé la face de l'industrie musicale. Que ce soit avec leur recherche d'indépendance, leur volonté de privilégier la créativité au reste, leur lyrique peu commun pour l'époque axé sur la solitude, les drogues, la politique, même la société, eux, qui n'étaient que de simples adolescents passionnés, si on peut dire ça comme ça, se sont retrouvés à devenir le groupe de musique le plus populaire de l'histoire, et ça en très peu de temps. D'ailleurs, la Beatlemania, elle n'a jamais vraiment pris fin. C'est les Beatles qui ont décidé de la fuir en prenant la décision d'arrêter les concerts.
qui pourtant était la base du groupe. Mais même après leur séparation, elle était toujours présente. Tout ça a énormément affecté chacun des membres du groupe. Aucun d'entre eux n'était prêt à affronter un succès aussi dingue, et même si le groupe a existé seulement 8 ans, c'est un miracle d'avoir tenu la cadence aussi longtemps, mais c'est aussi ce qui a causé la fin. On a déjà retracé l'histoire d'artistes qui ont cherché à gagner en popularité et qui ont mis du temps à y arriver, je pense à Bob Marley notamment. Eh bien les Beatles c'est juste l'exemple contraire, mais poussé à l'extrême. Tout est allé vite, trop vite, et avec des proportions encore jamais vues dans l'histoire de la musique. Après on ne peut pas dire que tout le monde en était fan, mais ce qui est marquant c'est qu'ils ont réussi à toucher un public très très large, avec une musique qui mélange pop, rock et expérimentation spé en tout genre. C'est ce mélange, et la façon de faire ce mélange, qui a carrément défini la pop, depuis les Beatles, de Michael Jackson aux Rolling Stones, jusqu'aux artistes actuels. Pour faire simple, les Beatles, c'est le groupe qui a conditionné le fonctionnement de la musique la plus écoutée du monde. Au total, les Beatles auraient vendu plus d'1 milliard de disques à travers le monde. 1 milliard. Ce chiffre, c'est juste une dinguerie absolue, c'est inatteignable. Aucun autre artiste n'a vendu plus qu'eux dans toute l'histoire de la musique. Au Royaume-Uni, ils ont figuré à la tête du classement des ventes pendant 174 semaines, ce qui ferait environ 3 années non-stop sur une carrière de 8 ans. Je vais m'arrêter sur ces chiffres, qui pour moi reflètent totalement la démesure de leur carrière et l'immense groupe qu'étaient les Beatles. Merci à vous d'être restés jusque-là, j'espère que vous allez redécouvrir peut-être la musique des Beatles, peut-être mieux la comprendre. Merci si vous vous abonnez à cette chaîne, si vous laissez un like. Nous, c'est comme ça qu'on mesure à peu près comment les choses ont été reçues. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, etc., à ajuster certains de nos propos si jamais on s'est trompé avec les équipes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci aux sponsors de cette vidéo. Pour rappel, il y a les liens dans la description. Sur ce, moi je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, une très bonne semaine. Peu importe, je vous aime. Bisous.